Bonjour, je suis Aurélie et je vis depuis quelques temps, enfin pas mal d'années, avec une maladie chronique de l'intestin qui s'appelle RCH, rectocolite hémorragique. Comme beaucoup de gens qui ont une maladie chronique et beaucoup de gens qui ont une maladie chronique de l'intestin, tout au long de ma maladie, surtout en période de crise, j'ai introduit des changements sur mon alimentation parce que je cherchais une solution et c'est super difficile de trouver des informations fiables, des ressources et par moments je me suis sentie complètement démunie. Est-ce que vous aussi vous avez entendu ce genre de choses? Tu sais c'est quoi le problème avec l'alimentation? C'est les fibres. Et les fibres on les trouve où? Dans les fruits et dans les légumes. Donc t'imagines avec ta muqueuse qui est toute enflammée, quand les fibres passent, ça maintient l'irritation. Et puis ça génère aussi tout ton inconfort intestinal, ça majore aussi les sels et tout. Non, non, là les fruits et les légumes, t'oublies, hein, ça tu peux pas manger. Hein. Et puis même ça non plus. Hein. Fais attention, les fruits et les légumes. Combien de temps? Toute la poussée. Et puis peut-être même plus, parce qu'on sait jamais. Enlever les fruits et les légumes? Vous rigolez? Ça va pas? Non, non, on a besoin de fruits et de légumes. 5 fruits et légumes par jour, rappelez-vous. Et puis, on a besoin de vitamines, on a besoin de minéraux. Sans compter sur les fibres. Les fibres, c'est bon pour le microbiote. Et le microbiote, c'est nécessaire à la bonne santé de l'intestin. Comment vous voulez avoir une bonne santé de l'intestin si votre microbiote n'est pas au top? Non, non, les fruits et les légumes, on les garde. Hein. C'est la viande qu'il faut enlever. Des produits animaux, c'est là qu'il faut chercher. Consommez plus de viande, plus de produits animaux, et ça ira mieux. Non, non, les protéines animales, on les garde, on en a besoin. Tu es en poussée là, tu perds du sang et puis tu peux perdre beaucoup de poids. Qui dit perte de poids dit perte de muscles. Et comment on va faire pour reconstituer tout ça? On a besoin de protéines. Les protéines animales sont digestes, plus que les légumineuses, qui sont pleines de fibres. Imagine avec ta muqueuse fragilisée, comment tu vas faire? Donc non, non, les protéines, c'est bien. Par contre, ce qu'il faut enlever, c'est tout ce qui est glucides, tout ce qui est sucre. Que ce soit les sucres rapides, tout ce qui est sucré, les biscuits, la confiture, etc. Puis toutes les céréales aussi, le blé, l'orge, le riz même. Tout ça, c'est des sucres complexes. Pour une muqueuse fragilisée, c'est difficilement assimilable. Donc, tout ce qui est glucides, tout ce qui est sucre, on oublie. C'est toujours les sucres le problème. C'est facile hein, de taper sur le sucre. Mais le sucre, il y en a besoin. Les glucides, il y en a besoin. C'est une source d'énergie. En plus, en période de crise, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors si on enlève les sucres, vous imaginez? Non, non, on garde les sucres, on garde les glucides. Le riz, c'est bon aussi. Et puis du coup, pourquoi pas aller voir du côté du gras? Le gras polyinsaturé, le gras industriel, le gras de la bouffe transformée, c'est ça le problème. Puis même le gras cuit dans la poêle, la friture, c'est mauvais aussi, on le sait. Donc ça aussi, il ne faut pas en consommer. Et le gras cru, autant le limiter aussi, hein, c'est pas super bon. Donc allez chercher plutôt de ce côté-là. Enlevez le gras, n'importe quoi. Vous pensez que votre muqueuse, elle est faite en quoi? Alors il va bien falloir la reconstituer, hein. Et puis il faut du gras pour la reconstituer. Non, non, le gras, c'est la vie. Et puis vous allez manger quoi? Des produits allégés, qui sont encore plus transformés. Ça sera pas bon pour vous. Alors, gardez le gras, l'huile d'olive, le beurre, tout ça, ça peut être bien. Hein. Et puis, si vous voulez un coupable, ça me paraît évident quand même. Vous l'avez pas encore dit. Le gluten. Eh oui, le gluten. Ça a été ultra transformé, ça, le gluten, pour avoir des choses qui gonflent bien. Non, non, il faut arrêter le gluten. Le gluten. Ah, vous n'allez pas vous y mettre aussi. Il y a tout le monde qui veut enlever le gluten, c'est la grande mode. Non, non, le gluten, il n'y a pas de problème, sauf si on a une maladie cœliaque ou qu'on est intolérant au gluten. Puis vous avez vu les produits sans gluten. Souvent, c'est transformé et vous pouvez trouver aussi des additifs alimentaires là-dedans. Donc laissez le gluten tranquille. Allez plutôt chercher du côté du lactose. Le lait, le fromage, la crème, tout ça, c'est ça qu'il faut enlever. Non, non, les produits laitiers, on va garder. Il y a besoin de calcium. Vous avez jamais entendu les campagnes, les produits laitiers sont nos amis pour la vie? Et puis aussi le kéfir, le yaourt, le fromage, les produits comme Actimel ou plein de choses comme ça.
eh ben, c'est bourré de probiotiques, c'est bourré de bonnes bactéries pour le microbiote. Le microbiote, c'est important pour la santé intestinale. Donc non, non, ça en garde. Par contre, il faut faire très très attention à comment on mange. Il faut faire des tout petits repas, bien fractionnés dans la journée, pour pas surcharger la muqueuse intestinale et pour que les choses se passent bien. C'est ça qu'il faut faire. Des petits repas fractionnés tout au long de la journée? Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. La muqueuse, du coup, elle se repose quand? Non, non, ça s'apparente à du grignotage et puis ça va donner plein de troubles intestinaux, des gaz, des problèmes, etc. Non, non, il faut manger 3 repas par jour maximum et peut-être encore mieux faire du jeûne intermittent. Parce que moi là, la muqueuse, elle se repose, il n'y a rien qui passe. J'ai essayé de résumer tout ce qu'on pouvait entendre parce qu'on lit, on entend énormément de choses sur l'alimentation. Pas besoin d'avoir une maladie chronique, hein. L'alimentation est un sujet très très important, très très présent et qui peut être extrêmement clivant, c'est-à-dire faire beaucoup de différence entre les gens qui font des choix alimentaires différents et qui peuvent du coup défendre ce qui marche pour eux de façon assez vocale et assez puissante. Et ce qui fait que ça peut être difficile d'en parler et difficile de se situer dans toute cette richesse d'informations qui est des fois contradictoire. Et donc, on peut être un petit peu perdu. Alors, le réflexe peut être de se dire, je vais me référer à mon médecin, je vais lui poser la question. Le médecin, lui, se réfère à la science. Et que dit la science? Eh ben, pas grand-chose en ce moment sur l'alimentation. Il n'y a pas de choses qui ressortent, de choses précises qui ressortent de façon assez forte. Les essais sont courts, il y a beaucoup de voies de recherche, notamment sur le microbiote, qui en sont qu'à leur début, à leur balbutiement, et donc voilà, la science attend d'avoir des résultats un petit peu consolidés sur des grands nombres de personnes pour pouvoir se prononcer et rester quand même une voie sur laquelle on peut se référer, parce qu'on a bien vu dans la crise du Covid que quand la science dit quelque chose et qu'après elle dit son contraire, ça peut être très compliqué et ça peut introduire un manque de confiance. Il y a aussi tout ce qui arrive sur la médecine personnalisée, parce que de plus en plus on se rend compte pour nos maladies que il y a les choses qui sont communes à tout le monde et qui ont attrait au fonctionnement et au mécanisme de la maladie, mais il y a aussi tout ce qui est susceptibilité individuelle qui va beaucoup jouer, et donc ce qui marche pour les uns peut aussi ne pas fonctionner pour les autres. Donc d'avoir cette science qui dit pas grand-chose, les médecins qui nous disent il n'y a pas de lien, ou alors il y a un lien mais on ne sait pas encore, et le fait d'avoir aussi des recommandations qui sont assez standards, assez basiques, parce que quand on va poser la question, on va nous dire manger équilibré, manger régime méditerranéen, de toute façon ça ne peut pas faire de mal, limiter un petit peu la viande rouge, limiter les produits transformés, limiter les additifs alimentaires. Voilà, on va nous sortir des choses qui sont pour tout le monde, sauf que nous on souffre. Pour nous c'est compliqué, on a des symptômes, on peut avoir des symptômes qui sont très importants et très handicapants, et ce manque de réponse peut être très 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 frustrant. Enfin moi je l'ai ressenti comme ça, très 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 frustrant, notamment parce que l'alimentation, on peut se dire intuitivement qu'il y a un lien, notamment quand on a une maladie chronique de l'intestin. L'alimentation passe dans l'intestin, donc logiquement il doit quand même y avoir un impact, il doit y avoir quelque chose, c'est ce qu'on se dit. Et en plus l'alimentation c'est quelque chose sur lequel on peut jouer. Dans la maladie on ne peut pas jouer sur grand chose, il n'y a pas grand chose qui nous appartient. Il y a les traitements auxquels on doit faire confiance, il y a la maladie elle-même, et on n'a pas de prise sur les choses. L'alimentation, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut avoir un peu de pouvoir. Et donc, c'est très tentant aussi de se dire, moi j'aimerais bien jouer là-dessus pour aussi être acteur de ma maladie et pour aussi faire quelque chose. Aussi, il y a les traitements, bien sûr, on nous ressort beaucoup les traitements, et les traitements, on voit actuellement qu'il y a plein de choses qui sont possibles, et quand on en trouve un, merci beaucoup, parce que ça nous permet de vivre normalement, et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Mais les traitements,
comment on fait au départ quand on a les symptômes et qu'on n'a pas encore le bon traitement? Comment on fait quand on a été longtemps en rémission, qu'on part en crise et que il faut faire toutes les analyses, que le médecin tâtonne un peu, que voilà, le temps d'avoir la consultation, le temps d'avoir tout ce qu'il faut, le temps de commencer à mettre en place le traitement, le temps que ça commence à faire effet, on a aussi des symptômes à gérer pendant ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait aussi si le traitement fonctionne pendant quelques mois, quelques années, puis que d'un coup ça ne fonctionne pas et qu'on se retrouve avec des symptômes et qu'il va falloir rechercher en fait d'autres pistes thérapeutiques. Et qu'est-ce qu'on fait aussi si on a des gros effets secondaires du traitement qu'on ne supporte pas et qu'on se pose de plus en plus de questions sur l'intérêt de continuer ce traitement-là. Donc tout ça fait que on peut avoir des symptômes à gérer malgré les traitements et on peut avoir envie de jouer sur l'alimentation de façon complémentaire au traitement. Après, il y a des personnes pour qui c'est très très compliqué de prendre des traitements psychologiquement, qui se disent moi je ressens ça comme une atteinte à ma santé. Et qu'est-ce qu'on fait aussi dans ces cas-là? Il faut bien des réponses et il faut bien arriver à faire quelque chose et avoir une prise. Alors, moi, je vous ai dit en intro ou dans le titre de la vidéo que moi, j'ai fait des méthodes, j'en ai fait plein. Et je vais vous dire un petit peu, moi, ce que j'ai mis en place pour gérer ces symptômes et ce qui a fonctionné pour moi. Ça fonctionnera peut-être pas très, très bien pour vous. Mais en tout cas, voilà, moi, ce que j'ai fait. Donc, on est bien sûr sur de l'alimentation en période de poussée, en période de crise avec des gros symptômes. On n'est pas sur une alimentation en période normale où ça va, où on n'a pas plus de symptômes que quelqu'un d'autre ou des symptômes très très modérés. Donc là, je vous parle vraiment de la poussée, de la crise et du fait de devoir réagir un petit peu en mode pompier. Lors de mes 2 dernières crises, j'ai mis en place une méthode un petit peu similaire dans 2 contextes différents, je vais vous le dire. La première crise, c'était après une grosse période de rémission. Je me suis retrouvée avec plein de symptômes à devoir gérer. Et il a fallu pas mal de temps déjà pour avoir une consultation, de pouvoir voir avec le médecin, de pouvoir faire les analyses, de pouvoir faire une coloscopie, de pouvoir faire un certain nombre de choses. Ça a été assez long et pendant tout ce temps-là, j'ai dû gérer des symptômes et continuer à travailler. Et j'avais pas le choix en fait, sinon je pouvais pas quitter mon domicile si j'arrivais pas à gérer les symptômes, le temps d'arriver à mettre en place ces premiers traitements. Alors, logiquement, je me suis dit, je vais partir des aliments qui passent, des aliments que je sais, que je tolère. Donc, j'ai réduit mon alimentation à un groupe très très restreint d'aliments. Pour vous dire, la banane. La banane, c'est toujours quelque chose qui a très très bien passé pour moi. La compote. Il y avait aussi le blanc de poulet, le poisson blanc, cuit sans rien. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le yaourt végétal ou un petit peu moins, mais avec du lait. Donc voilà, je suis partie de ces aliments-là qui, moi, je savais tolérer et ceux que je tolérais le mieux. Donc j'ai essayé de me stabiliser sur ces aliments-là, essayer de faire, de décaler mes repas, d'avoir un premier repas à midi, un deuxième, une collation à 16-17 heures, parce que on mange assez peu dans ces cas-là, et un repas le soir à 19h-20h. Donc 2 gros repas, une collation, et enfin gros repas. Et dans ces repas-là, manger ces aliments. Tout ça, c'était pour pas avoir de symptômes le matin, pour pouvoir au moins fonctionner le matin et le début d'après-midi, et garder les symptômes, les décaler dans la journée le plus possible et les garder sur des moments que je pouvais maîtriser. Donc il y avait le nombre restreint d'aliments, le nombre restreint de repas, et après, parce qu'on ne peut pas rester sur un nombre aussi restreint d'aliments, pouvoir réintroduire un à un des aliments en tenant un journal alimentaire. La méthode pour moi, c'est vraiment le journal alimentaire. C'est-à-dire, je note tous les jours. Oui, vous n'allez pas aimer. Et oui, c'est contraignant. Et oui, c'est particulièrement chiant de faire ça. Mais bon, ça vaut le coup. Tous les jours, je vais noter par repas ce que je mange. Et en rouge, je vais noter l'aliment que je réintroduis.
Et en regard de ces repas et de ces aliments, je vais mettre les symptômes que je ressens. Dans les symptômes, j'ai gardé le nombre de selles, le sang, les douleurs et l'inconfort intestinal. Donc, pouvoir noter, voilà, par tranche, hein, par demi-journée, hein, matin, après-midi, nuit, les symptômes que je ressens pour essayer de voir si c'est lié aux aliments que j'ai mangés, s'il y a certains aliments qui génèrent beaucoup plus de symptômes. Donc voilà, c'est vraiment cette méthode-là. C'est partir d'un groupe restreint d'aliments, noter ce qu'on mange, réintroduire des aliments un à un et noter à chaque fois les symptômes ressentis quand on réintroduit l'aliment. Et selon les symptômes que l'on ressent, je me disais, cet aliment je le garde ou cet aliment je le vire et je le réintroduirai plus tard. J'ai réintroduit en premier par exemple le riz, la purée de courgettes cuites. Voilà, c'est du tâtonnement, mais ça permet d'avancer petit à petit et d'essayer de maîtriser les symptômes. J'ai fait la même méthode quand j'ai eu ma deuxième crise et que j'ai été hospitalisée. Quand j'ai été hospitalisée, on m'a coupé l'alimentation. Donc là, au moins, il n'y avait plus rien. On partait de rien. Et ensuite, on m'a prescrit un régime sans résidus en me disant, tu as perdu 10 kilos, tes analyses de sang sont vraiment pas bonnes, tu as perdu beaucoup de fer, donc il faut que tu manges. Donc j'avais aussi cet objectif de pouvoir remonter en fait mes analyses pour me rétablir. Et donc, j'ai suivi le régime sans résidus qui est assez différent, vous voyez, avec ce que je mangeais pendant la première crise. Parce que le régime sans résidus, c'est quoi? On enlève tous les fruits et les légumes et on garde les céréales, la viande blanche, le poisson blanc. Voilà, une alimentation très, 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 très basique. Et là, pareil, donc je suis partie du régime sans résidus et j'ai rajouté un à un des aliments selon les conseils de la diététicienne qui, du coup, me disait, parce que le régime sans résidus, c'est fait pour réduire l'irritation, parce que les résidus, c'est les fibres, et les fibres, quand ça passe dans l'intestin, ça maintient l'irritation. Donc, du coup, c'était pouvoir partir de ce régime sans fibres, donc sans fruits et sans légumes, et de pouvoir réintroduire petit à petit des fruits et des légumes, ainsi que des céréales complètes. Donc, j'ai réintroduit en premier les légumes cuits et les fruits cuits, c'est ce qui m'a été conseillé. Donc, toujours noté dans le journal alimentaire. Puis après, une fois que j'ai vu que ça passait, j'ai pu réintroduire les fruits et les légumes crus, ensuite les céréales complètes, une à une, et ensuite les légumineuses. Et à chaque fois, j'ai pu retirer un aliment quand cet aliment ne passait pas ou je pensais que cet aliment me donnait des symptômes. Le but, c'est pas de virer les aliments à vie, mais d'identifier les aliments qui sont plus compliqués pour pouvoir les enlever au moins pendant un temps et les réintroduire quand ça va mieux. Donc voilà, moi, la méthode que j'ai suivie, cette méthode de journal alimentaire pour pouvoir trouver, moi, ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Donc c'est quelque chose qui m'a aidée parce que il faut bien se dire que on est aussi, en tant que personne malade, des spécialistes de notre maladie. Les médecins, ils sont spécialistes de comment ça fonctionne, des traitements à faire, des analyses à faire, etc. et de tout ce qui est commun dans les pathologies. Nous, on est spécialistes de nous-mêmes. Il n'y a personne qui sait mieux que nous ce qui passe ou ce qui ne passe pas. Et nous, il y a plein de choses qu'on sait, il suffit de se faire confiance et de se connaître un petit peu. Alors des fois, oui, on peut se tromper. Hein. Il y a des aliments, on va penser qu'ils ne passent pas, alors que si on a eu des symptômes, c'est pour une autre raison que ce qu'on a mangé. Mais en étant régulier, en notant régulièrement, on va pouvoir avancer dans la connaissance de nous-mêmes et dans la gestion de notre maladie et se dire qu'on est capable en fait et qu'on a un savoir et que ce savoir il est important à faire. Alors bien sûr c'est compliqué de faire ça tout seul et non accompagné, on peut se retrouver démuni, on peut se retrouver en difficulté. Il est important de pouvoir informer la diététicienne ou le médecin même s'ils ne sont pas très d'accord ou un petit peu frileux là-dessus, mais au moins pouvoir leur dire pour qu'ils puissent être au courant et l'intégrer dans la façon dont ils nous proposent des traitements ou nous proposent des choses parce que c'est une alliance entre nous et le médecin et le truc ça marche si l'équipe fonctionne
Et d'où l'intérêt d'avoir un médecin, puis même des diététiciens ou d'autres personnes autour de nous, avec qui on a confiance, avec qui on se sent bien, avec qui on peut dialoguer surtout, avec qui on peut ne pas être d'accord, mais trouver des solutions ensemble qui conviennent à tous les deux pour avancer dans cette maladie. Et ça ne peut pas se faire sans nous. Donc voilà, donc faites-vous confiance. C'est rébarbatif. Moi, j'aimerais vous dire, il suffit de manger tel aliment et c'est magique et ça va enlever tous vos problèmes. Il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens qui trouvent des aliments à enlever, des aliments à garder et ça fonctionne pour eux. Il y a des personnes, ça va être le sans gluten, il y a des personnes, ça va être être vegan, il y a des personnes, ça va être enlever les glucides. Et vous allez trouver des personnes pour qui ça fonctionne, en fait, chaque type de régime. Mais le truc, c'est qu'il va falloir trouver le vôtre. Et le vôtre, ce ne sera pas forcément celui du voisin. Donc faites attention aussi quand on vous parle de guérison, parce qu'on adopte tel ou tel régime alimentaire. Ça peut aussi donner de faux espoirs, parce qu'on peut avoir des très longues rémissions, mais pas forcément des guérisons. Donc avancez en prenant l'information comme quelque chose d'intéressant, l'expérience des autres, mais en se disant, je vais tester, on va voir si ça fonctionne pour moi, peut-être ça ne fonctionnera pas. Et voilà, le fait d'avoir une méthode un petit peu rationnelle de journal alimentaire, ça va permettre ça, et je pense que c'est très très important. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Donc, j'espère que ça vous a pas trop frustré que je vous propose pas de baguette magique. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours mettre un petit like ou faire un commentaire. Donc, sur l'alimentation, je sais que ça peut être des commentaires qui peuvent être assez violents. Mais en tout cas, si vous avez quelque chose à partager, c'est toujours intéressant. Et puis, vous pouvez vous abonner aussi. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de patience, surtout la patience. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.